Bonjour à tous pour cette deuxième journée du séminaire de Fresnel à la Pointe du Verdon, placé sous le thème lentilles de Fresnel et les innovations techniques. Je voudrais remercier tous les intervenants qui nous ont raconté des choses et décrit des choses passionnantes hier. Ça va être la même chose aujourd'hui, évident. Et je voudrais vous présenter ce qu'est l'association Phare de France, parce que vous entendez parler de Phare de France, mais vous ne connaissez pas. Donc je me présente, Jean-Marie Chauvet, association Phare de France, et je vais faire le monsieur loyal de cette première demi-matinée. Alors pourquoi Phare de France, qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette association est née? J'ai mis le kakémono Phare de France pour pouvoir vous présenter. Vous l'avez vu en rentrant hier, mais je suis pas sûr que tout le monde l'ait lu, donc je vais pouvoir vous raconter ce qu'est Phare de France. Alors c'est un réseau d'échanges et d'idées, de savoir-faire et d'expériences autour des phares. Donc sur les matériels, les bâtis, les phares eux-mêmes, leur matériel, et évidemment tout ce qui tourne autour des phares, c'est-à-dire les bateaux. Ce qui fait qu'on est en plein dans le patrimoine maritime, thème dont parlait Henri Masson hier, puisque quelque part on a l'ensemble de tout ce qui peut toucher au patrimoine maritime. Ces adhérents, ce sont des structures qui sont sous contrat pour faire visiter les phares au public. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt une association de gestionnaires qui rassemble des associations, des collectivités ou des structures privées. Alors, chaque année, Phare de France rassemble, je vais demander de passer la diapo du phare. Voilà. Chaque année, Phare de France organise ce qu'on appelle les journées des phares. Alors pour nous, c'était la semaine dernière, donc c'est un peu chaud comme emploi du temps, parce qu'on est passé des journées des phares au séminaire au Verdon. Ça a eu lieu au Gros du Roi et ça rassemblait, vous voyez, c'est assez joyeusement détendu, mais on travaille quand même pas mal. Ça rassemblait tous les gestionnaires de phares pour échanger autour des phares, de leur avenir, ce que l'on peut faire avec ce patrimoine qui aujourd'hui est en train de changer de statut au fur et à mesure. C'est-à-dire que de bâtiments fonctionnels, ils sont passés bâtiments patrimonial. Et en fait, ces journées des phares ont débuté en 2010. La première fois, c'était à Belle-Île. Et depuis 2010, il y a eu une interruption en 2015 et on a créé l'association Phare de France en 2018, à la demande de la DIRM, avec Solange Bajourou qui nous a dit mais il faut absolument repartir sur cette association, sur ces journées, parce que c'est un vrai laboratoire d'échange et c'est aussi un moment où tous les gestionnaires, du plus modeste au plus important, peuvent se rencontrer et peuvent à la fois avoir un regard croisé, mais surtout savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir faire avancer un peu en général, c'est un bien grand mot, et la cause des phares. Il y a en fait, c'est aussi toujours la même chose. En France, on ne fait jamais les choses comme tout le monde, mais on le fait quand même un peu pareil. C'était sur 1901, donc ce sont des bénévoles, et c'est ces bénévoles qui organisent les journées des phares. Donc, mais aussi avec l'aide de l'État français. Donc on a un dialogue intéressant entre la centrale, la DGMPA, ça s'appelait la DAM, la DIRM, et puis évidemment tous ceux qui sont autour de ces phares. La DAM aide financièrement Phare de France, et l'association organise des journées qui sont, comme je disais, un laboratoire pour vraiment échanger autour de l'avenir des phares. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des phares qui ont été ouverts au public ont une expérience, et cette expérience, elle n'est pas la même quand on est en Atlantique Nord, au milieu de l'Atlantique ou en Méditerranée. Pour 2023, le secrétaire d'État à la mer a décidé de fêter l'année du bicentenaire de Fresnel, plus exactement de l'expérimentation de la lentille de Fresnel sur le phare de Cordoue. Sujet hautement technique et hautement intéressant. Donc, la DIRM nous a confié à Phare de France
cette mission de fêter le bicentenaire. C'était pas gagné, parce que pour une association où nous sommes finalement 2 bénévoles au départ, Jean-Marie Cabet et moi, que j'appellerai, mais là pour l'instant il est parti chercher quelqu'un à la gare, rejoint par Mélissa Dallon, qui n'est pas là aujourd'hui, elle se repose un peu, mais vous l'avez vu déjà hier. On a commencé à réfléchir, et c'est là où c'est intéressant, on a réfléchi avec le réseau des phares. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée était d'impliquer tous les phares dans ce bicentenaire, par des expositions, par des publications, par des événements, par aussi des webinaires. Bref, au début, on est parti un peu dans tous les sens, et c'était ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que ce laboratoire d'idées s'est organisé au fur et à mesure de cette année Fresnel, qui se clôturera en 2024, pour pouvoir à la fois relancer ou expliquer ce qu'est l'invention de Fresnel, et surtout montrer qu'elle est toujours d'actualité. Et quelque part, c'est ça qui nous intéresse, c'est que Fresnel, qui n'a pas vécu très longtemps, mais qui a quand même eu cette invention géniale de faire cette lentille, avait besoin, là, on voulait fêter dignement cette année Fresnel. On n'est pas les seuls, parce que dans le monde entier, d'ailleurs, on est rejoint, et votre présence ici montre que vous vous intéressez, vous aussi, à Fresnel. Donc, par conséquent, je voudrais remercier tous les bénévoles de Phare de France, leurs conjoints aussi, puis leurs conjointes, parce que quelque part, il faut aussi voir que quelque part, entre les passions, les hobbies, comme disent les Japonais, l'ikarai, je crois, chacun s'intéresse au phare. Donc la passion, plus la technicité, plus les échanges, donne ce qu'est Phare de France. Je voudrais aussi remercier, faire un merci spécial à celui grâce auquel on est là, c'est-à-dire Jacques Monchard, qui bosse comme un fou depuis un moment, d'ailleurs qui vous a tous assailli de coups de téléphone, parce qu'il avait vraiment envie que ce séminaire soit partagé avec tous ceux qui, dans le monde, s'intéressent à Fresnel et surtout à son invention. Voilà. Et en même temps, je voudrais vous remercier, vous, de votre présence, de nous avoir rejoints ici, et de partager avec nous vos idées, vos savoir-faire et votre expérience. Et remercier aussi tous ceux qui ont participé aux Journées des Phares. Il y en a quelques-uns ici, je pense à Alexandra. L'an dernier, c'était Ecmul. Les années d'avant, c'était La Cour, etc., etc. Et l'année prochaine, ce sera Carteret, pour continuer à travailler ensemble, pour mettre en avant cette invention de Fresnel. Voilà. Et tout ça, terminé sous la bienveillance de cette pointe de Grave, où Fresnel est venu en 1823 pour installer sa lentille et l'essayer sur le phare de Cordoue. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il était, mais là, on peut le rejoindre, parce qu'ici, on partage ce qu'a fait Fresnel pour le monde des phares. Voilà, merci à tous. Merci. Je vais laisser la parole à Jacques Monchard, qui va donner les consignes de sécurité, là, comme ça. Et puis, j'aimerais bien aussi qu'il nous dise un mot sur pourquoi il a choisi ces thèmes. Le thème de ces 2 journées, parce que quelque part, cette aventure du séminaire, c'est quand même une aventure des phares aussi. Voilà. Je laisse la parole à Jacques. Merci beaucoup, Jean-Marie. Donc, le thème sécurité, c'est vrai que bon, les anglo-saxons insistent toujours sur ces questions-là. Là, bon, la porte d'issue de secours est visible. Je pense qu'on n'a pas besoin de définir un point de rendez-vous à l'extérieur s'il y avait une alerte ou quoi que ce soit. Donc, merci encore à la mairie du Verdon-sur-Mer qui a rendu possible cette réunion en nous offrant la possibilité d'utiliser ce local et ainsi que la salle où vous êtes conviés pour le déjeuner. Une petite marche apéritive et digestive au retour pour revenir ici. Comme hier, je vous demande de bien vouloir laisser les casques ici et ce soir, bien entendu, de ne pas partir en trouvant que c'est une déco sympa au niveau d'un collier, mais de les laisser ici pour qu'on puisse les récupérer. Il y aura une petite pause ce matin à la fin de la session numéro 2 et puis
Nous sommes en attente donc d'un contact avec le patron de la vedette La Bohème pour voir si demain la sortie pourra avoir lieu ou pas, parce que la météo s'aggrave un petit peu, donc il va falloir qu'on voit en fonction de la hauteur de houle si le patron, le capitaine décide qu'il peut aller au phare ou pas. Donc j'espère que ça sera possible. Vraiment, j'ai entendu beaucoup d'appréciations positives, de bons souvenirs sur la visite d'hier, et je souhaite que tous ceux qui ne connaissent pas Cordouan puissent profiter du programme demain. Voilà. Disons, par rapport à ce que disait Jean-Marie, c'est vrai que bon, je me suis retrouvé un peu embringué dans cette affaire lors des premières réunions. J'avais beaucoup apprécié la conférence qu'avait organisée la PSM Phare et Balises le 4 juillet de l'année dernière sur les premiers célébrations des premiers événements, en particulier à l'Arc de Triomphe, où les premiers essais ont été faits par Fresnel en France avec des portées impressionnantes, quasiment 30 km. Et puis, bon, il fallait se répartir un petit peu le travail. Et puis, on a dit, ben, Jacques, le séminaire, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Donc, je remercie l'AISM et Omar. La première réunion qu'on a eue, je pense que c'était en mars l'année dernière avec Francis, le secrétaire général, ça me semblait impensable qu'on organise un tel événement. Les deux Jean-Marie étaient présents au siège de l'AISM pour cette réunion. Et donc, on a eu tout de suite un soutien évident au niveau des interventions, ainsi de suite. Et puis, c'est aussi ce qui a fait que nous avons été invités, Jean-Marie Calbet et moi-même, à intervenir lors du séminaire Heritage qui a été organisé en particulier grâce à Alberto, à Rio de Janeiro, en ouverture de la conférence de l'AISM fin mai de cette année. Et donc, chacun, on essayait de faire au mieux. Donc, je sais pas si vous avez utilisé ChatGPT, mais bon, je me suis dit, tiens, faire un séminaire, qu'est-ce qui peut intéresser les gens? Et j'ai passé pas mal de messages sur ChatGPT. Alors, il y a des fois, il y a des réponses un peu surprenantes, mais en particulier, dans le programme de cette journée, la dernière intervention est sur les questions artistiques et j'ai découvert des choses que je ne connaissais absolument pas sur l'utilisation des concepts de Fresnel dans l'art, dans des installations d'art moderne, ainsi de suite. La Tête Galerie a eu l'exposition, l'installation la plus visitée était sur une création autour des lentilles de Fresnel, en architecture, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Et puis, je remercie les intervenants lorsque je les contactais. Les gens réagissaient. J'ai découvert que je ne savais pas que en 2015, c'était l'année de la lumière. Il y avait déjà eu des manifestations dans des musées, des choses comme ça autour de Fresnel. Donc, ça a été une aventure vraiment tout à fait passionnante. Et on ne serait pas là si vous n'aviez pas réagi. Et mes derniers mots, ce serait pour remercier tout le monde, à la fois les intervenants hier, ceux d'aujourd'hui. Et puis, je sais pas, j'avais posé un peu la question de dire, et après, tu parlais de 2024, donc pour la mallette pédagogique, le budget mis à disposition par le secrétaire d'État va permettre de mettre en place. Je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant, passionnant, qui va amener des choses très utiles dans les phares à la visite. Mais je me disais, bon, à la suite de ces 2 jours, est-ce que vous avez des envies? Est-ce qu'il y a
des manques, des choses sur lesquelles vous souhaiteriez aller plus loin, et si possible en partageant, peut-être même, je me pose la question de dire, est-ce que on pourrait pas avoir une formule avec un petit peu atelier ou des choses comme ça qui permettent que vous soyez acteur, parce que là vous êtes, je dirais auditeur, mais peut-être que vous auriez envie d'échanger plus que vous ne pouvez le faire. On a essayé d'avoir un programme qui vous laissait du temps. Avec les visites, je pense que le groupe s'est créé. Ça, c'est intéressant. Je pense que ça facilite, je crois, la tenue du séminaire. Donc voilà, c'est une piste de réflexion que je propose aux autres membres de la communauté, on va pas dire la communauté de l'anneau, mais la communauté de la lentille qui s'est un peu créée. Et vraiment, il y a eu une dynamique impressionnante, je trouve, au cours de ces travaux. Voilà, merci beaucoup. Donc, je repasse la parole au président de séance. Merci. Merci à tous. Ça y est, Jean-Marie est arrivé. Il a choisi une chemise qu'on ne lui connaissait pas encore. Voilà. Alors, Jean-Marie m'a remplacé comme président de Phare de France. Et je pense qu'avec lui, vous êtes en de très très bonnes mains. Je vais donc maintenant appeler Françoise de Roffignac, présidente du SMIDES, dont je rappelle que le phare de Cordouan est adhérent à Phare de France. Oui, et puis avec l'équipe de Cordouan, on est en bonne main aussi. Voilà, à vous. Laisse la place. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense qu'il faut parler pas trop vite, c'est ça, pour qu'il y ait le temps pour la traduction? Ok. SMIDEST, syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde, puisque ici, effectivement, on est sur cet estuaire qui est bordé par deux départements, la Gironde et la Charente-Maritime. Et le SMIDEST a été créé à l'initiative des deux présidents de département de l'époque, Monsieur Madrel et Monsieur Belot, qui avaient cette vision déjà à l'époque de la nécessité de pouvoir gérer l'estuaire d'une façon cohérente, même s'il y avait plusieurs collectivités qui étaient sur le sujet. Donc, je vais peut-être me présenter en quelques mots. Donc, Françoise de Roffignac, j'ai repris la présidence depuis quelques jours du SMIDEST, puisque nous avons une présidence alternée entre nos deux départements, la Charente-Maritime et la Gironde, donc avec ma collègue Pascal Gau. Et donc, ce SMIDEST intègre aussi donc différentes collectivités qui sont sur les pourtours de l'estuaire, des collectivités locales, et aussi la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui permet de d'avoir un petit peu plus de subsides pour pouvoir subvenir éventuellement aux travaux qu'on peut faire quand il y a besoin de faire la restauration sur Cordouan, par exemple. Alors Jean-Marie, que je remercie pour l'invitation, Jean-Marie Calbet m'a demandé de faire un petit point sur les éléments qui ont permis d'aboutir à l'inscription du phare de Cordouan au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je vais reprendre quelques petits éléments. Je voulais remercier Solange qui est là, parce que quand je suis arrivée au SMIDEST en tant qu'élue du département de la Charente-Maritime il y a 7 ans maintenant ou 6 ans, je ne sais plus exactement, j'ai découvert énormément de choses sur la mer, sur l'estuaire, sur les phares et balises, sur la signalisation maritime grâce à elle, parce que moi je suis ingénieur en agriculture. Donc autant vous dire que la mer, c'était pas mon domaine. Je peux toujours pas dire que c'est mon domaine, mais j'apprécie beaucoup parce que j'habite près de Talmont-sur-Gironde et je suis conseillère départementale de ce canton, et que j'affectionne particulièrement l'estuaire de la Gironde et les autres estuaires d'ailleurs de la Charente-Maritime. Donc un grand merci, parce qu'effectivement, avec des gens passionnés comme vous, ça permet à des néophytes de rentrer dans le sujet, mais par le bon côté, par le côté intéressant où on nous montre directement
les choses les plus belles, et en l'occurrence ce phare de Cordouan, parce que voilà, c'est quelque chose de merveilleux. On se l'arrache un petit peu entre Girondins et Charentais-Maritimes, c'est un petit peu la guerre perpétuelle, mais on est très très fiers du phare de Cordouan. Pour ceux qui ont déjà eu la chance d'y aller, je crois que c'était dimanche, non lundi, hier, voilà, les deux. Écoutez, c'est une chance. J'espère que ceux qui n'ont pas pu y aller vont pouvoir y aller demain. Je vous propose, avant mes propos, de voir 4 petites vidéos qui vont vous donner les thèmes sur lesquels on a fait un focus pour essayer de déterminer quels étaient on va dire les 4 principaux arguments pour Cordouan quand on ne connaît pas Cordouan. Cordouan se tient ici, entre la terre et la mer. Une vieille tour pleine de richesses posée sur son écueil rocheux. Elle a vu passer l'histoire et les générations. Et ceux qui s'en occupent veillent au respect de son caractère propre, à son authenticité. Le phare de Cordouan n'a jamais cessé d'éclairer l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Il a été construit en plusieurs phases, qui sont toujours visibles aujourd'hui. On doit son authenticité à des hommes, des femmes qui n'ont cessé et ne cessent de l'entretenir, de le réparer, de le moderniser aussi. Je pense à la modernisation technique liée à l'éclairage, mais aussi à la modernisation domestique, puisque Cordouan a toujours été un lieu habité. Les métiers qui gravitent autour de Cordouan doivent s'adapter à ce monument hors norme, à son climat, son environnement maritime, à son histoire aussi. C'est de cette façon qu'on va pouvoir continuer à conserver son caractère authentique et à le transmettre aux générations futures. Cordouan a toujours un temps d'avance. Chef-d'œuvre architectural posé en pleine mer, c'est le premier phare classé monument historique. Que ce soit au niveau de son architecture ou de son système d'éclairage, il est au cœur de prouesses techniques et d'innovation. Cordouan, c'est le phare de l'innovation. Depuis 400 ans, il a toujours été à la pointe au niveau architecture, avec une dimension artistique, avec une dimension spirituelle. Ça a été le terrain de jeu des ingénieurs, et notamment Augustin Fresnel, qui est venu tester sa lentille à échelon, qui a révolutionné tous les phares du monde entier parce qu'il permet de concentrer la lumière et d'avoir une portée jusqu'à 22 000 et encore beaucoup plus quand la lumière se reflète dans les nuages, ce qui est une information capitale pour le marin qui traverse l'Atlantique et qui va toucher terre. Souvent, on imagine Cordouan comme un lieu isolé, perdu au milieu des flots. Mais depuis plus de 400 ans, Cordouan est un lien entre les hommes, entre la terre et la mer. Et nous avons à cœur de transmettre cet héritage. À l'école du Verdon, on cherche à transmettre le phare, transmettre Cordouan. On veut que les enfants connaissent le maximum de choses pour apprendre à davantage l'aimer et puis sans doute toujours mieux le préserver dans les années à venir. On a fait le phare en plastique avant d'avoir ramassé des déchets. On a fait une maquette, on l'a visité. J'ai envie d'aller visiter le plateau rocheux parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Il y a des végétaux qu'on n'a pas l'occasion de voir dans d'autres endroits. J'aime Cordouan parce que c'est ancien, c'est au milieu de la mer. C'est magnifique. Il aide les bateaux pour rentrer dans l'estuaire. On peut l'appeler le Versailles des mers, mais moi je trouve que c'est vrai. Il a des très jolies sculptures. Ça me ferait très plaisir qu'il soit connu partout dans le monde. Posé sur son plateau rocheux, Cordouan est intimement lié à son environnement. Nous veillons à en respecter l'équilibre. Les espèces marines ont d'ailleurs colonisé sa base. Elle fait partie intégrante de l'estran. Le plateau de Cordouan, c'est avant tout un espace naturel, au cœur d'un parc marin, à la rencontre dans un estuaire entre l'eau douce, l'eau de mer, entre la terre et la mer. Donc c'est un espace naturel important. Et la labellisation du phare, c'est le moyen certainement de pouvoir au fond
rapprocher l'histoire des hommes de l'histoire de la nature, faire en sorte qu'il y ait un développement qui soit le plus harmonieux possible entre ce phare de Cordouan, toute cette nature qui est autour, mais aussi tous ces hommes qui sont autour. Voilà, alors comme vous venez de le voir, en fait, Cordouan, c'est vraiment l'intersection entre la culture, la mer, la biodiversité. On a au niveau du SMIDES donc une autorisation d'occupation temporaire qui a été délivrée pour jusqu'en décembre 2025 et on a en fait deux ministères de tutelle puisqu'il y a à la fois la mer et l'environnement. Et ces deux ministères de tutelle avec la culture travaillent et ont été obligés avec nous de travailler en synergie parce que il fallait, pour pouvoir porter le dossier au niveau international, essayer de montrer donc cette valeur universelle exceptionnelle qui est sur différents points. Ça a été un petit peu difficile d'ailleurs de savoir sur quel critères on allait le proposer. Et finalement, il y en a deux qui ont été retenus, à la fois pour le chef-d'œuvre du génie créateur humain, et puis comme symbole des grandes phases de l'histoire des phares dans le monde, avec tout ce côté innovation dont la lentille de Fresnel fait partie. Tout ce que vous avez pu voir ici, ce sont aussi des points sur lesquels nous nous sommes engagés après l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO dans un comité local pour la défense du patrimoine. Donc une transmission, ça a été dit dans la vidéo, une transmission vers les générations futures. Cette inscription au patrimoine de l'UNESCO, c'est aussi un gage pour les locaux de connaissances donc vers les générations de manière à pouvoir identifier le lieu avec ces critères qui sont spécifiques à l'UNESCO, mais aussi pour pouvoir développer sa connaissance et son appropriation par tout le monde. Alors, vous avez vu les enfants de l'école du Verdon qui sont contents de voir à la fois pouvoir aller visiter le phare, pouvoir dire qu'ils sont fiers de leur région et puis voir que ça sera connu au niveau du monde entier. C'est important pour les uns et les autres d'être dans cette dynamique parce que nous pensons que ça permet d'accentuer la protection qui peut être faite sur le monument. Et puis, ça permet aussi, on a parlé de l'innovation, d'être toujours dans cette réflexion de savoir comment mieux faire. Et là, une des grandes interrogations du moment, c'est, alors on l'a pas vu sur cette petite vidéo, mais pour la signalisation maritime, il y a actuellement des moteurs diesel qui sont dans le phare et on nous demande, par rapport à l'innovation, d'essayer de trouver quelque chose qui permette de remplacer ces moteurs diesel. Alors, honnêtement, on a tout imaginé, de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydrogène, du nucléaire. On ne sait pas ce qui va sortir, mais normalement, il sortira quelque chose. Alors, c'est vrai que ce phare, depuis très longtemps, il fait partie donc des lieux d'innovation. C'est vrai qu'on est passé à la fois de la lampe à huile à l'électricité et puis donc peut-être un jour prochain sur une nouvelle énergie, mais il y a aussi donc tout le côté architectural qui est prégnant et qui, pour ceux qui viennent visiter la première fois, est en général la chose la plus surprenante. Et le nom de Versailles des mers est vraiment quelque chose qui revient à chaque fois. Ce que disait la jeune sur la vidéo, c'était oui, effectivement, on sait pourquoi maintenant ça s'appelle le Versailles des mers. C'est quelque chose qui est un chef-d'œuvre architectural qui a été donc reconnu au niveau international.
Par rapport donc à ce dossier UNESCO, il y a eu, et je tiens à le souligner, un travail collectif phénoménal qui avait été initié avec toute l'équipe de Jean-Marie à son époque, je crois que c'était 2000 ou 2002, oui, à peu près. Je fais signe comme ça, mais il vous reprécisera. Et ce travail qui était à l'initiative de bénévoles et donc de passionnés a été important parce que c'est ce qui permet après aux élus, dont je fais partie, d'avoir une base solide sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir faire le travail avec les ministères, avec les personnes qui sont plus spécialisées dans, on va dire, l'écriture des documents avec une vue spécifique, parce que vous savez qu'il faut rentrer dans les cases en général. On n'a pas forcément cette facilité d'écriture quand on n'est pas sur le sujet. Et je parlais tout à l'heure de Solange qui avait été je vais dire un bras armé, parce qu'il fallait beaucoup de puissance pour pouvoir le faire. Et ce travail a duré plusieurs années, puisque le phare a été inscrit en 2021, et pendant les 4 années précédentes, les allers-retours à Paris, les échanges avec les différents groupes nationaux, internationaux, la visite de l'expert pendant quelques jours aussi sur le secteur, qui venait voir pas seulement Cordouan, mais aussi tout ce qu'il y avait au niveau des 2 rives, pour savoir si on avait des cônes de vue qui étaient protégés par rapport au phare de Cordouan, savoir quand on était du phare, ce qu'on pouvait voir sur les 2 rives, déterminer le périmètre du bien, etc. C'était un travail vraiment de précision extrême, et sans toutes ces personnes connaissant très finement le dossier et le secteur, je pense que les choses auraient été compliquées. Quelques petites choses qui sont faites aussi au niveau du SMIDEST par rapport à Cordouan. Le soutien de l'AISM. Oui, je n'ai pas cité l'AISM, mais effectivement, quand je parle de Solange, voilà, c'est pour moi l'AISM est effectivement derrière, parce qu'effectivement, pendant les voyages à l'étranger, vous avez porté le phare pendant les années qui ont précédé l'inscription, effectivement. Donc ça, c'est un travail aussi donc qui va se perpétuer, puisque au niveau de la commission locale du patrimoine mondial, on travaille avec la préfecture de région, mais aussi avec donc les différents représentants des ministères, et puis les locaux. Bon, je disais appropriation locale qui est très importante, mais aussi diffusion des informations vers le national et l'étranger. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est tout ce travail qui a été fait effectivement par l'AISM qui le permet, parce que j'imagine que chacun dans votre pays, à un moment ou un autre, vous avez dû entendre parler de l'inscription du phare en 2021 à l'UNESCO. Alors, il y a un travail qui est très important, puisque on estime que les enfants sont des très très bons vecteurs de toutes ces informations-là, et qu'ils sont prescripteurs par rapport aux parents. Et donc, je vais vous montrer un document. Alors, c'est pas le dernier, mais c'est un document pédagogique qui a été fait pour découvrir le phare de Cordouan. Et dans ce document, on a à la fois des informations sur l'architecture, mais aussi sur la signalisation maritime. Et je dois dire que pour les adultes néophytes, comme moi, quand on regarde le document, ça permet de comprendre, voilà, comment Cordouan guide les bateaux à l'entrée de l'estuaire, avec l'explication, donc, alors pas de la lentille de Fresnel, même s'il y a quelques éléments, mais du fonctionnement et de la façon dont les navigateurs se repèrent avec les différents phares qu'on a à la fois sur la Gironde et la Charente-Maritime, parce qu'on a la chance sur nos 2 départements d'être très très bien pourvus en phare,
et je pense que vous en avez eu la démonstration par les visites que vous avez pu faire pendant tout ce week-end organisé par l'association. Je vais pas être plus longue parce que je sais que vous avez énormément d'informations ce matin, mais si vous avez besoin, Ophélie et Marie-Laure étaient à l'accueil tout à l'heure et puis sont là toute la journée et elles pourront vous donner des informations complémentaires sur le phare. Et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. On a mis en place... c'est signe qu'il faut que je m'arrête. On a mis en place donc depuis 3 ans, une concession pour organiser donc les traversées vers Cordouan, et ça fait partie des éléments dont je ne vais pas vous parler parce que c'est peut-être un peu trop technique, mais qui pourront être abordés quand vous ferez la visite avec Jean-François Teillac sur le bateau de la Bohème. Juste précision, on peut partir de Royan ou du Verdon pour visiter le phare. Parce que sinon, on va me dire, ah ben non, on n'a parlé que du Verdon. Donc, je parle des deux. Voilà, en tous les cas, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de cette intervention. Effectivement, on pourrait en parler pendant plusieurs heures de Cordouan, mais le mieux, c'est de le visiter d'abord. Effectivement. J'ai appelé Jean-Philippe Quito, qui voulait pas dire un mot, mais qui finalement va nous en dire un petit mot. On l'a pas obligé, mais quand même, un séminaire à Cordouan, à la Pointe du Verdon pour Cordouan, c'est quand même inoubliable. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux que j'ai pas croisés. Écoutez, en fait, j'ai plein de scrupules parce que quand je vois l'ordre du jour et quand je vois les réunions qui sont, je me dis que j'ai peu de choses à dire par rapport à tout ce que vous avez à entendre. Alors, je vais être très bref. Tout ce qui a été monté autour de la candidature de Cordouan a soudé un collectif. Et c'est un peu grâce à ce collectif qu'on est tous là aujourd'hui. Donc pour moi, Cordouan, c'est un patrimoine fabuleux, mais ce qu'il a de plus précieux peut-être, c'est la capacité à nous réunir tous ensemble ici. Je me souviens, il y a 2 ans, Solange me disait, tu te rends compte, 2023, c'est quand même la lentille de Fresnel. C'est bien, on s'est bien mobilisé autour de Cordouan, mais quand même, on peut pas laisser passer ça. Alors, tout ce qui s'est passé pendant 1 an, c'est né là. Oh non, c'est né, la petite étincelle est née ici. Et ensuite, c'est tout ce collectif qui s'est constitué et qui était déjà là autour de Cordouan qui a fait que c'est devenu possible. Et vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai à vous voir tous aujourd'hui ici et à voir tout ce qui s'est passé aussi. Chacun s'en est emparé. Et vraiment, c'est précieux. Moi, ce que je retiens des phares, c'est qu'un phare, c'est isolé. Mais en fait, un phare, c'est un réseau de phares. Et aujourd'hui, on fait un peu réseau d'hommes et de femmes, et voilà, et ça, c'est ce que je trouve essentiel. Et ce que je vous dis, c'est, continuons, entretenons-le, ce réseau. Après tout, Fresnel et sa lentille, c'est presque une anomalie de l'histoire. On a mis quelqu'un de parfaitement compétent dans son domaine qui, venant s'intéresser aux phares, a fait quelque chose d'assez exceptionnel. J'aimerais qu'on continue à faire ça, c'est-à-dire qu'on prenne des gens exceptionnels et puis qu'on les fasse s'intéresser aux phares et qu'on obtienne peut-être la signalisation maritime de demain. Voilà, donc un grand merci à Phare de France, à qui effectivement, qui a pris l'organisation de cette année Fresnel, comme ça, là, qui l'a amené jusqu'ici, donc un grand merci. Et puis un grand merci à l'AISM, une association à laquelle la France tient beaucoup, qui a son siège ici, et qui est la preuve que pour notre pays, finalement, les phares, c'est avant tout un réseau humain. Merci à tous. Merci beaucoup.
Alors, je vais appeler Solange Majoureau. Alors, sur le programme, vous lirez que Solange Majoureau va aborder des pistes de réflexion. En fait, ça montre bien ce qu'est Solange Majoureau. Elle passe son temps à aborder des pistes de réflexion. Donc, tu vas pouvoir venir prendre la parole et puis on va essayer de rattraper l'oreille. Merci. Bon, alors, je vais être très brève parce qu'après, il y a des choses très intéressantes qui vont se dire. Moi, je crois qu'il faut que Yannick ait une idée qui soit bien folle et qui paraisse un peu inaccessible. Et puis après, il faut qu'il y ait des fous autour qui s'en emparent et qui la déclinent. Et alors, dans notre équipe, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai des idées folles et je suis entourée de gens un peu fous. Et ensemble, on arrive à faire des choses intéressantes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Fresnel, il a mis 4 ans pour développer sa lentille et arriver à Cordouan pour l'expérimenter. Nous, on a mis 4 ans pour monter le dossier de candidature d'UNESCO et arriver à faire inscrire le phare. Et maintenant, ben voilà, je vais être très brève. On a tous ensemble 4 ans pour développer des sources d'énergie économes, intelligentes, ou partir sur autre chose, mais en tout cas trouver des innovations, être inventif et puis être toujours tourné vers l'avant et surtout, je crois que dans la vie, ce qui est extrêmement important, c'est de jamais se mettre de barrières. C'est-à-dire, si on se dit c'est possible, eh ben ça peut le devenir. Alors après, des fois, c'est pas exactement comme on voudrait, mais en tout cas, il faut toujours aller de l'avant et il faut toujours croire aux choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à monter des choses intéressantes, à partager des choses et d'autre part, ce qui est très important aussi, c'est qu'on ne fait rien seul. Si on est des équipes, si on travaille ensemble, si on se complète, eh ben on arrive à mettre en place des choses qui sont totalement improbables. Je pense que tous, vous seriez peut-être jamais venus au fin fond du Médoc si on n'avait pas été assez fou pour se dire on va les accueillir dans un camping au fin fond du Médoc. Et je crois que vous êtes heureux au bout du compte d'être là pour ce que j'ai pu échanger avec vous au cours de ces journées. Voilà, je vais laisser la place à Alain Aspect qui va nous parler de Ah, il faut que je laisse Jean-Marie faire son travail. Merci Solange. Effectivement, je vais appeler les intervenants suivants. Et c'est Omar Eriksson de l'AISM qui va remplacer Julie Jordan. Donc je vais appeler au siège, sur les 4 sièges, dans l'ordre, Bernard Maïté, Alain Aspect, Pierre Léna et Malcolm Nicholson. Visiblement, ils ne sont pas là. Si, voilà. Allez-y. N'hésitez pas, venez vous installer et je vais laisser la parole à Omar Eriksson. Merci à tous.